Bonjour à tous. Du coup, on va commencer cette deuxième session intitulée Agentivité et expérience de vie des enfants en situation de handicap. Moi, je suis Chemseddine Hassini, je suis doctorant en urbanisme ici à Angers et je travaille sur tout ce qui est accessibilité des personnes en situation de handicap moteur dans l'espace public. Dans cette session, on va avoir trois intervenants. Le premier, c'est Gilda Bréguin, qui est chargée de recherche CNRS, qui va nous présenter une communication sur l'expérience des filles aveugles Paris-Angers. La deuxième communication s'intitulera Agentivité et pratiques socioculturelles des enfants handicapés NAUYA, au Mexique, par Andrea Balderas, qui est chercheur postdoctorante en anthropologie du Centre d'investigation et d'études supérieures d'anthropologie sociale. Je l'ai fait en français parce que mon espagnol n'est pas... qui nous vient de Mexico. Et enfin, on va terminer avec Madame Jamila Beljoudi Kalin, qui va nous présenter une communication sur l'expérience d'une mère autour d'une errance diagnostique. Elle est artiste créatrice de l'exposition Cohérence que vous avez pu apercevoir ou contempler dans les locaux de la MRGT. Du coup, on va commencer par Gilda. Et du coup, ça sera 20 minutes. On m'a demandé de respecter le temps, donc je serai intraitable. Et 5 minutes après chaque communication. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis en train de faire une recherche sur l'expérience des jeunes filles aveugles dans les institutions spécialisées d'enseignement du braille des années 1880 aux années 1940. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là parce que je me suis rendu compte que je savais très peu de choses sur les mouvements pour les droits des femmes handicapées. Et dans mes recherches, j'ai constaté a priori que en fait, ce sont les femmes aveugles qui ont commencé les premières luttes pour les droits des femmes handicapées. Mais comme j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur leur lutte politique, j'en ai trouvé un peu, mais pas beaucoup. Je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de comparer leurs revendications politiques à l'époque avec leur trajectoire de vie. C'était très diversifié. Et donc, pour cerner leur trajectoire de vie, je vais dans les instituts spécialisés dans l'enseignement du braille et j'essaye d'analyser les dossiers individuels des élèves. Donc, j'ai consulté aussi des archives départementales et des archives nationales, où il y a aussi les dossiers des filles aveugles qui bénéficiaient de pensions. Et donc, il y a un biais énorme à ma recherche, c'est qu'en fait, j'ai quelques informations sur les filles boursières, mais en fait, les filles aveugles non boursières, en fait, dans leur dossier administratif, il n'y a quasiment rien. En fait, les parents payaient, du coup, il y avait très, très peu d'informations. Voilà. Donc, j'ai à peu près 600 filles recensées pour l'instant. Je pense que j'arriverai à peu près à 1200 filles recensées. Donc, globalement, pour vous donner, je vais d'abord vous faire un tableau général et après, j'en viendrai à l'agentivité de ces filles aveugles. Donc, globalement, il y a un faible nombre de filles scolarisées, mais dans un contexte où les enfants aveugles ne bénéficient pas du droit à l'instruction obligatoire et gratuite prévu par la loi de 1882. C'est-à-dire que les enfants aveugles peuvent accéder à des institutions, mais il faut que l'État, les départements, les communes ou les familles donnent une bourse. Et si les familles ont les moyens et ne le souhaitent, mais n'acceptent pas de payer, ne peuvent pas aller en institution, si les communes ou le département refusent d'offrir la bourse, ce qui arrive dans certains cas parce que les responsables politiques ne souhaitent pas consacrer de l'argent à ça, ces enfants-là ont des difficultés à accéder aux institutions spécialisées. Dans ces cas-là, il y a des systèmes de fondations qui offrent des bourses parfois. Bref, c'est complexe, je ne vais pas intervenir là-dessus. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a environ 400 à 600 filles aveugles scolarisées dans une multitude d'institutions que j'ai représentées sur une carte. Pour vous donner une idée, il y a 20-25 institutions qui accueillent des filles aveugles. Mais on va dire il y a un moindre pourcentage de filles aveugles scolarisées que de garçons aveugles scolarisés. On va dire, j'ai l'impression qu'il y a un ratio de 30 à 70. Quoi. Voilà.
Donc il y a à peu près 400 à 600 filles aveugles scolarisées, mais il y a d'énormes disparités dans la durée de fréquentation. Parfois, les filles ne restent que quelques mois et elles sont renvoyées soit vers d'autres institutions, si elles sont jugées, par exemple, arriérées, ou alors si elles sont jugées immorales, ou si la famille souhaite les récupérer parce qu'elles vivent mal leur scolarité. Voilà. Et les élèves, en fait, qui sont éduqués dans les institutions de province, mais qui sont considérés comme étant doués sur le plan musical, peuvent être transférés vers l'institution parisienne, l'Institut national des jeunes aveugles, qui est considéré comme l'école des élites. Voilà. Autre chose qui me semble intéressante à signaler, c'est qu'il y a un grand nombre de décès précoces, c'est-à-dire qu'il y a 10% des filles aveugles décèdent entre leur 12e année et leurs 25 ans. Après, il y avait beaucoup de décès à l'époque, mais voilà, je me questionne parce qu'en fait, il y a un certain nombre de décès qui arrivent en fin de scolarité. Et donc, je me demande si certains décès ne seraient pas des suicides liés au désespoir enfin, d'être reléguées alors qu'elles ont eu l'espoir d'avoir une vie émancipée, enfin, avec un emploi. Voilà. Alors, autre chose à signaler, c'est qu'il y a des instructions qui ne se déroulent pas dans les écoles spécialisées d'enseignement du braille. Il y a un certain nombre d'élèves qui sont scolarisés à domicile. C'est notamment le cas des enfants dont les familles sont riches. C'est aussi le cas euh, de familles de classe moyenne, mais qui connaissent un instituteur ou un aveugle ou une aveugle qui a bénéficié d'une instruction et qui vient à domicile enseigner le braille à leur enfant. Il y a aussi certains enfants aveugles qui vont dans des classes municipales, laïques, soit par choix des parents de ne pas envoyer leur enfant dans des classes congréganistes, soit, j'ai vu le cas plusieurs fois d'enfants aveugles qui bénéficient d'une instruction dans l'école où enseignent leurs parents. Si leurs parents sont instituteurs, ils sont scolarisés aux côtés d'enfants voyants. C'est aussi le cas dans quelques écoles où les instituteurs apprennent le braille pour pouvoir enseigner à l'enfant du village qui est aveugle, donc au début du XXe siècle. Voilà. Autre fait, c'est qu'il y a un grand nombre d'enfants aveugles non instruits ou faiblement instruits. C'est le cas, de mon point de vue, mais après, je manque encore de données, mais de beaucoup d'enfants qui viennent du milieu rural et aussi du milieu rural, on va dire bretonnant aussi, par exemple en Bretagne, donc avec un patois. Et donc, quand ils arrivent dans des institutions, ils sont jugés comme arriérés, alors qu'en fait, ils parlent leur langue locale et pas la langue voilà, parisienne, comme ce qui est attendu. Voilà, et donc ces enfants-là, on les envoie assez rapidement dans les hospices ou à Chilly-Mazarin, où sont envoyés les enfants aveugles arriérés. Voilà. Quel est l'enseignement qui est fourni à ces filles aveugles? C'est généralement un enseignement en non-mixité et on leur délivre aussi une formation professionnelle genrée. Alors, certains cours sont communs aux filles et aux garçons, c'est-à-dire qu'on apprend aussi bien aux filles et aux garçons la lecture, l'écriture braille, les études littéraires, l'arithmétique, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles. On leur apprend aussi à jouer du violon, à jouer du piano. On leur apprend à fabriquer des tapis, à canner des chaises. Leur fait apprendre aussi la natation. Voilà. Mais il faut noter qu'il y a une différence de la qualité de l'enseignement entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que quand dans une institution, il y a des classes de garçons et des classes de filles, souvent les classes de garçons bénéficient de professeurs diplômés, alors que les filles bénéficient de professeurs qui ont fréquenté des institutions éducatives mais qui ne sont pas diplômés. Après, je n'ai pas encore de statistiques, voilà, mais c'est ce que je ressens à la lecture des sources. Et il y a une grande variation dans la qualité de l'enseignement entre les institutions parisiennes et les institutions de province qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas les mêmes bâtiments.
Voilà, et par exemple, à l'institution de Lille, les connaissances intellectuelles des élèves ne sont pas très développées. On se borne à un enseignement primaire élémentaire et on ne présente aucun élève à un examen public. Alors que, à l'INJIA, par exemple, on présente les élèves les plus doués aux examens pour qu'elles deviennent à leur tour professeurs. Alors, ce qui est spécifique aux filles aveugles, c'est qu'on leur apprend la couture et le tricot et la fabrication de couronnes de perles. Donc, en fait, les filles sont clairement orientées vers des métiers dits féminins et elles sont exclues de l'apprentissage de l'accord de piano, qui est un métier très rémunérateur. Voilà. Et on considère aussi qu'en fait, les filles aveugles ne sont pas destinées à tirer un profit élevé de leur activité professionnelle. On considère que ça va être un apport supplémentaire à la vie du ménage ou à la vie de la famille, mais ça ne va pas constituer la base du fonctionnement du foyer. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, à l'institution de Lille, la personne qui fait un rapport sur cette institution-là dit: il ne m'apparaît pas que ces jeunes filles doivent tirer plus tard parti commercial de leur travail. Leur apprentissage leur permettra plutôt de s'occuper, non sans quelque utilité pour elles et les personnes de leur famille. Et donc, l'enseignement professionnel est genré, tout comme les loisirs aussi sont genrés dans ces institutions. Les filles aveugles font de la corde à sauter, écoutent de la musique, font du tricot pendant les moments de loisirs. Les garçons ont d'autres activités pendant leurs moments de loisirs. Autre fait significatif, il n'y a pas d'enseignement ménager pour les jeunes filles aveugles, alors que dans toutes les autres écoles de jeunes filles valides, il y a un enseignement ménager parce qu'on veut préparer les filles à être de bonnes femmes au foyer et mères de famille. De manière volontaire, il n'y a pas de volonté de transformer les jeunes filles aveugles en femmes au foyer. En fait, les dirigeants des institutions éducatives sont convaincus à l'époque qu'elles sont condamnées à rester célibataires et qu'elles ne doivent pas épouser des aveugles. En fait, on est dans un contexte aussi d'idéologie eugéniste et où les spécialistes de la cécité considèrent que les femmes aveugles ne doivent pas se marier à des hommes aveugles pour ne pas donner naissance à des enfants dits indésirables. Aux hommes aveugles, on leur permet de trouver des femmes voyantes. Et c'est l'idéal de l'intégration absolue dans la communauté. Alors que pour les femmes aveugles, l'idéal de l'intégration dans les années 1920, c'est en fait de devenir religieuse ou de devenir professeur célibataire et être totalement dévouée à ses élèves. C'est ça l'idéal féminin de l'époque, qui est diffusé par les revues et par les religieuses et par les dirigeants d'institutions. Voilà. Et donc, il y a une multitude de pratiques à l'époque qui tendent vers la limitation des célibats, du célibat, enfin, vers la limitation des mariages et vers la pratique du célibat. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais voilà, sachez. Donc, voilà. Fin du constat, c'est que les filles aveugles sont victimes d'un entremêlement de discrimination oculocentristes et sexistes. C'est-à-dire les discriminations oculocentristes, c'est les discriminations liées au fait de ne pas voir et de vivre dans une société qui privilégie le fait de voir. Et cet entremêlement de discrimination aboutit à une préparation professionnelle et sociale très limitée qui les place dans une situation de grande dépendance vis-à-vis des autres dans leur vie d'adulte. Même celles qui suivent les carrières les plus prestigieuses, c'est-à-dire celles de musiciennes, professorat de musique ou de lettres, ne sont pas préparées pour être autonomes dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas préparer leur nourriture, elles ne savent pas faire le ménage, elles ne savent pas laver leur linge. Et généralement, on ne les incite pas non plus à se déplacer toutes seules. Voilà, et certaines filles sont victimes de discrimination, de violences sexuelles au sein des institutions. Mais il faut souligner que, à l'époque, les institutions spécialisées sont aussi des lieux de loisirs, de sociabilité, d'amitié, d'amour. Voilà, c'est complexe.
Alors, quelle est l'agentivité des filles au sein des institutions spécialisées? Un point important qui me semble, c'est que certaines professeurs ou certaines religieuses ou certains laïcs constituent des alliés dans leur chemin vers l'autonomie et l'émancipation et le libre choix de leur destinée. C'est-à-dire que souvent, dans les archives, je constate que les filles aveugles émettent des revendications, mais parfois ces revendications sont soutenues par des alliés dont la voix porte beaucoup plus fort au sein de l'institution. Et parfois, en fait, les filles aveugles ne s'expriment pas par elles-mêmes. En fait, c'est le professeur de chant qui va écrire en leur nom. Et donc, pourquoi essayer de cerner leur agentivité? En fait, c'est pour mieux cerner les résistances aux injonctions sociales qui leur sont faites. Et donc, de mon point de vue, il faut prendre au sérieux leur expérience sociale et leurs pensées, y compris les passés qui sont généralement traités comme des exemples d'immaturité humaine. Ce sont les passés qui ne préparent ni à la démocratie ni à l'exercice de la citoyenneté, parce qu'ils ne se fondent pas sur l'usage public de la raison. Je reprends une expression d'un historien indien qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, et voilà, et qui incite à interpréter des actions guidées par la religion comme des actions politiques. Et il me semble que un grand nombre d'actions des jeunes filles aveugles de l'époque, quand on les lit, elles sont guidées par un idéal religieux. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des actions politiques. Et voilà, c'est exactement ce que dit Dipesh Chakrabarty. Alors, j'ai catégorisé les revendications que j'ai cernées et la liberté d'action de ces filles aveugles en plusieurs sections. D'une part, on s'aperçoit que certaines filles aveugles refusent de respecter les codes de conduite de l'institution. Par exemple, il y a André L qui se montre insolente et a répondu aux maîtresses surveillantes. Elle est fréquemment punie pour désordre, indiscipline. Elle a participé à la rédaction de lettres anonymes contre les maîtresses surveillantes. Et elle déclare, par exemple, je me moque des observations qui me sont faites, car dans 2 mois, je quitterai l'institution. Il y a beaucoup d'autres cas, notamment d'élèves qui tentent d'échapper à la surveillance des maîtresses. Il y a aussi un groupe d'élèves de l'école d'Angers qui va dénoncer le fait que les professeurs, et notamment un professeur, les battent à coups de poing et à coups de pied. Et donc, ils vont écrire une lettre en braille au directeur de l'institution. Voilà, et donc la lettre va être traduite pour que le directeur puisse le lire parce qu'il ne savait pas lire le braille. Mais du coup, c'est aussi pour vous expliquer qu'en fait, ce sont des sources qui ne sont pas. Voilà, la source est montrée. Alors, on s'aperçoit aussi que certaines filles aveugles montrent qu'elles veulent choisir leur cours et leur formation professionnelle. C'est-à-dire que l'institution leur propose un certain nombre de cours et, par exemple, Anne va souhaiter interrompre ses études d'orgue parce qu'elle veut se destiner au professorat. Aux yeux de la direction de l'institution, l'orgue est beaucoup mieux coté que le professorat. Donc, il vaut mieux qu'elle fasse des études d'orgue. Mais aux yeux de l'élève elle-même, c'est le professorat qui l'intéresse. Et donc, elle va tout faire pour interrompre ses études d'orgue, mais les professeurs vont faire pression pour qu'elle suive quand même ses études d'orgue. Voilà. Parce qu'elle excelle dans ces études-là. Il y a aussi Bernadette qui souhaite obtenir des dérogations pour préparer les concours de piano et de violon et ne plus suivre les cours de chant et de gymnastique, ni les conférences religieuses, ni les classes intellectuelles. Et dans ce cas-là, le père de cette jeune fille va soutenir les revendications de sa fille. Et il va demander au directeur qu'effectivement, elle ne suive plus les conférences religieuses, car elle souhaite étudier. Voilà. Mais la fille elle-même a écrit au directeur, mais en fait, ça n'a pas suffi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des appuis, donc les parents, les profs qui la soutiennent. Il y a un autre type d'agentivité, c'est le fait que les filles aveugles veulent profiter des sorties culturelles et donc veulent sortir de l'institution. Et donc, parfois, les filles demandent à leurs parents d'écrire au directeur pour obtenir l'autorisation de sortir.
et d'aller à des concerts de musique. Et théoriquement, c'est un droit réservé aux filles qui ont été décorées, c'est-à-dire aux filles méritantes. Et en fait, des filles non méritantes, enfin jugées non méritantes, non diplômées, vont demander ce droit-là, appuyé par leurs parents. Et donc, une professeure va dire: ces élèves ne font que se soustraire aux exercices musicaux qui ont lieu précisément les jours où les dits élèves demandent à s'absenter, exercice qui justifie leur présence ici. Et donc, on s'aperçoit en fait qu'il y a un rapport de force au sein de l'institution, et les professeurs peuvent jouer le rôle d'alliés, mais peuvent jouer aussi le rôle d'opposants très clair à l'autonomie et à l'envie d'émancipation de ces élèves-là. Et il y a le cas d'une autre élève qui demande une faveur, aller en pèlerinage à Lourdes pendant les vacances de Pâques. Voilà. Et donc, en fait, une envie aussi d'aller en dehors de l'institution. Il y a aussi d'autres filles aveugles qui montrent leur volonté d'accepter ou de refuser le poste proposé par le directeur de l'institution ou la société de placement. Donc, il faut avoir un sacré courage parce que on vous propose un poste, c'est peut-être le seul qu'on vous proposera au cours de votre vie. Et pour autant, certaines jeunes filles aveugles indiquent qu'elles ne souhaitent pas ce poste-là et qu'elles vont en chercher un autre. Et donc, par exemple, une jeune fille qui s'appelle Angèle A, qui est née dans la Manche, qui est placée dans une école de Mulhouse et qui va renoncer à son poste de professeur au sein de l'institution de Mulhouse parce qu'elle avait des problèmes de santé. Mais en fait, pourquoi fondamentalement? C'est parce qu'elle avait le plus grand désir de se faire une carrière dans l'enseignement officiel. Elle ne voulait plus être dans l'enseignement spécialisé. Elle voulait être dans l'enseignement officiel et elle voulait enseigner dans un lieu beaucoup plus proche de sa famille. Et elle pense que dans le Morbihan, où plusieurs de ses amis sont déjà, elle va y arriver. Et donc, elle demande à pouvoir avoir un poste dans le Morbihan, là où sont ses amis. Voilà. Un grand nombre de filles aveugles demandent aussi à porter l'habit religieux. Et en fait, cette vocation-là n'est satisfaite que pour une très très petite minorité, c'est-à-dire 2 femmes, 2 filles, dont jugées très très méritantes. La majorité des filles aveugles qui veulent porter l'habit religieux ne peuvent pas, parce qu'en fait, les congrégations religieuses ne les acceptent pas. Et la seule qui les accepte, la congrégation des femmes aveugles de Saint-Vincent-de-Paul, accepte des filles aveugles en proportion du nombre de filles voyantes qui rentrent dans l'institution. Comme il y a peu de filles voyantes qui rentrent, il y a peu de filles aveugles qui peuvent rentrer aussi. Et il y a d'autres filles aveugles qui veulent aussi obtenir des promotions professionnelles, c'est-à-dire qui ont déjà un poste et qui veulent d'autres postes. Voilà, c'est fini. Merci. Merci, Hilda. Nous allons prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Il y a pas de questions? C'est tellement passionnant qu'il y en a trop. Je veux bien quand même. C'est juste pour savoir, ça m'intéresse beaucoup évidemment, pourquoi vous avez arrêté à 1940, quel est le choix? Parce que ça serait quand même très intéressant de savoir, et vous allez peut-être pouvoir me le dire, comment ça s'est passé pendant la guerre, parce que quand vous vous intéressez à certaines institutions, vous avez l'impression que vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé sous Vichy. Je pense aux grandes assos comme Valentin Huy, on est très muet sur Vichy. Comment ont réagi les écoles d'aveugles sous Vichy? Je pense à l'INJA, par exemple, vous avez cité, par des invalides. Et c'est intéressant de voir que finalement, ce qui était demandé aux élèves aveugles, c'était assez proche de ce que voulait le maréchal Pétain. Et donc, est-ce que ça a été un modèle après? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Alors, je n'ai pas encore travaillé là-dessus. C'est vrai que mon intention serait de m'arrêter dans les années 40, peut-être à 45. La question, c'est avoir un corpus de sources représentatif mais maîtrisable. Et d'une part, il y a la question de la confidentialité des dossiers, c'est-à-dire que ce n'est pas si évident que ça d'avoir accès aux dossiers personnels des jeunes filles aveugles nées après 1920.
1930, parce qu'on arrive à des gens qui sont vivants. Et, ce sont des institutions privées, donc elles peuvent vous accorder ou non le droit d'accéder au dossier. Ici, c'est les archives de l'hôpital, par exemple. Et voilà, et donc, c'est un choix qui me paraît pertinent parce que moi, j'ai envie d'éclairer les premiers mouvements féministes aveugles de l'époque, de l'entre-deux-guerres. Et donc, je voudrais interpréter ces mouvements-là au regard de leur expérience de vie. Mais je pense effectivement que c'est une très bonne période à étudier, la période de vie. Je compte le faire. Merci beaucoup, Gildas. Je suis Mariama Cuba. Je voulais te demander, tu as évoqué à un moment donné, enfin, tu as dit que dans ces institutions spécialisées pour filles aveugles, elles restent souvent une période très courte. Donc, je me demandais finalement, c'est quoi la période, normalement, enfin, le cursus complet, quel est-il, enfin, la durée de ce cursus, et à quoi est-ce qu'il aboutit? Donc, il y a une religieuse, est-ce qu'il aboutit à un diplôme ou à une reconnaissance quelconque? Et pour toutes ces filles qui sont vraiment très vite, à part l'école d'élite, si elles sont musiciennes, ou l'école publique, mais je pense que c'est plutôt rare. Comment c'est fait? Est-ce que tu as pu trouver des traces dans les sources? Alors, là, j'en suis encore à essayer de retracer une trajectoire. Mais je n'ai pas de statistique. Ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'effectivement, il y a des trajectoires qu'on pourrait dire idéales du point de vue d'un succès. C'est-à-dire, elles sont éduquées dans une institution de province pendant 5 ou 6 ans. Elles commencent à 6 ans. Et à 11-12 ans, on va considérer qu'elles sont excellentes sur le plan musical ou intellectuel. Et elles vont être envoyées à Paris, à l'INJIA. Et elles vont poursuivre leurs études jusqu'à 21 ans, où elles vont passer un diplôme, certificat d'études, voilà, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais et elles peuvent devenir après, c'est quoi, c'est assistantes au sein de l'INJIA pendant 2-3 ans, et après elles basculent dans le professeur, elles sont envoyées dans d'autres institutions pour enseigner. Et donc là, normalement, c'est un cursus de 15 ans de scolarité quasiment, de 6 ans à 21. Après, il y a des institutions qui n'accueillent les filles qu'à partir de 8 ans, d'autres qui les acceptent à partir de 3-4 ans. Donc, en fait, c'est variable. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a 20 à 30% des élèves qui sortent assez rapidement de l'institution. Au bout entre 1 mois et 3 ans de l'institution, elles ne finissent pas leur cursus. Et pour plusieurs raisons, immoralité, inaptitude. Et elles, soit elles sont envoyées dans des institutions moins prestigieuses, dans des institutions, dans des hospices, dans des institutions comme Chimazarin à partir des années 20, qui accueillent les filles aveugles arriérées, ou alors elles retournent dans leur famille, tout simplement, où elles peuvent jouer un peu de piano. En fait, parce que je regarde aussi les recensements municipaux. Quel est le métier attribué à ces jeunes filles aveugles? Parfois, on met aucune activité, parfois, c'est jouer du piano. Et moi, j'ai l'impression que parfois, elles aident aussi aux travaux agricoles, où elles ont une petite activité artisanale. Elles aident leurs frères aveugles, s'ils ont un frère aveugle, à faire des paniers en osier. Voilà. Il y a une diversité de trajectoires possibles. Voilà, il faut vraiment retenir ça, c'est que de ce que j'ai retenu, il y a une grande hétérogénéité des trajectoires. On va prendre une question sur le Teams et réponse courte parce que Oui, là. alors nous avons une question de Lucie Bossard, qui est maîtresse d'une conférence en sociologie à l'Université de Brest. La question est la suivante. Pour saisir les mobilisations des femmes en situation de handicap, y a-t-il rien dans les archives du féminisme ou des associations féministes? Merci. Eh bien, j'ai été aux archives de féminisme à Angers. J'ai été à la bibliothèque, comment ça s'appelle, la bibliothèque parisienne, Marguerite Duras sur le féminisme. Il n'y avait rien sur les féministes aveugles de l'entre-deux-guerres. J'ai trouvé des informations un peu dans les archives de l'association Valentin, oui. D'autres mini-informations dans la presse digitalisée, dans les revues associatives aussi. En fait, ce sont des informations très parcellaires. Et en fait, j'ai des difficultés. Ma grande difficulté pour étudier ce féminisme-là, c'est le fait que les revues qui étaient des filles aveugles des années 20 aux années 70
sont quasiment introuvables. C'est-à-dire qu'il y a une revue qui s'appelait La Causette, en braille. Et en fait, la BNF n'a des exemplaires qu'à partir des années 60. Et moi, je cherche des exemplaires des années 20, 30, 40. J'ai écrit à plusieurs institutions, j'ai diffusé un appel national. Je n'ai toujours pas retrouvé d'exemplaires de La Causette de ces années-là. Et il y a d'autres femmes qui ont publié d'autres revues associatives en braille dédiées aux femmes dans les années 40, qui s'appellent Des yeux pour toutes, et dont je n'ai pas retrouvé la trace. Donc en fait, il y a un gros problème de conservation des archives de la part des associations, de la part des institutions, et ce qui complique la tâche. Mais j'y travaille. Merci.